Aboubakri est sénégalais. À 42 ans, il est intérimaire et étudiant en philosophie. Au printemps dernier, il pense trouver un appartement dans cet immeuble HLM. Là, vous êtes chez moi en F2. Un 2 pièces refait à neuf. Pourtant, Aboubakri n'y a apporté aucun meuble. Il a obtenu les clés du gardien, mais il n'a jamais reçu de bail et ne paye donc pas de loyer. Ici, c'est la chambre à coucher. En fait, ce logement est illégal. Au départ, ça semblait être une bonne affaire. Il cherchait depuis 3 ans, mais son salaire était trop faible pour un logement privé, jusqu'à ce qu'on lui donne ce tuyau, une HLM facile d'accès proposée par un gardien d'immeuble. Il y a un étudiant aussi sénégalais. C'est lui qui m'a informé de cela. Il m'a dit, bon, écoute, il y a cette opportunité qu'il y a à travers un gardien d'immeuble de pouvoir rapidement accéder au logement. Un soir, sans prendre rendez-vous, Aboubakri se décide à aller voir le fameux gardien dans sa loge en bas de cet immeuble. Lui aussi est sénégalais. Moussa Ndao le reçoit tout de suite et ne semble pas du tout étonné par ce qu'Aboubakri va lui demander. Ben, je lui ai dit, bon voilà, il y a longtemps effectivement que je cherche un appartement et que je ne parviens pas à en trouver. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ça ne tient qu'à toi. Il me dit, vous voyez là, il y a de grands appartements. Donc là, je pourrais vous donner un F4 là, si vous voulez. En échange de quoi? D'argent, bien sûr. Il avait des fourchettes de prix en fonction des standings visés. Pour un F4, il avait même demandé 7 500. J'ai dit que je ne pouvais pas. Pour un F3, c'était 4 500. Est-ce que vous lui avez donné de l'argent? Ah, bien sûr. Combien? Je lui ai donné 6 500 €. Pour cet appartement? Parce que cet appartement, c'était pour un F4. Contre 6 500 € en liquide, Moussa Ndao aurait promis un grand appartement avec un bail légal. En attendant, dit-il, qu'un F4 se libère, il donne les clés du F2. Mais première surprise pour Aboubakri, le F2 n'est pas relié à l'électricité. Sur le palier, il n'y a que 3 compteurs pour 4 logements. Voilà où se termine l'installation de son appartement. Les travaux de raccordement n'ont tout simplement jamais été effectués. C'est pour cela que le F2 ne pouvait être loué et restait inoccupé. Deuxième surprise, il n'obtiendra ni le F4 promis, ni même un bail pour ce F2. Et le concierge ne donne plus signe de vie. Aboubakri est un squatteur malgré lui. Il peut être expulsé à tout moment. Cette escroquerie présumée au logement social n'est pas un cas unique en France. Soupçons de corruption à Sarcelles, en région parisienne. Fraude présumée à Montpellier, mais aussi à Chenôve, près de Dijon. Chaque fois, des histoires de pots de vin contre un appartement HLM. À Courbevoie, derrière les tours du quartier d'affaires de la Défense, il faut attendre jusqu'à 5 ans avant d'obtenir un logement HLM. Plus de 2000 dossiers sont en attente. Moussa Ndao était gardien depuis 14 ans dans cet ensemble HLM de la rue de Normandie. 137 logements, dont une vingtaine toujours vides. Il disposait des clés de tous les appartements inoccupés. À Courbevoie, selon les locataires floués, le gardien était devenu le bon plan pour obtenir rapidement une HLM. Au 7e étage de cet immeuble, avec pour seule lumière les projecteurs du stade voisin, la famille Adala aurait elle aussi cru aux promesses du concierge. Pour ce F2 qu'il occupe depuis juin 2013 avec son épouse et ses 2 nourrissons, Djoulaïdi aurait versé 4 500 € à Moussa, 3 fois son salaire de menuisier. Et il n'a toujours pas de bail. Qu'est-ce qu'il vous disait, Moussa? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, mon frère. Vous voulez quoi? Un F4, un F5, un F6 Mais il a le choix. Comme au magasin. On dirait c'est lui, service HLM. Pourquoi avoir donné cet argent? Parce que j'avais pas d'autre choix. Comme je vous racontais, quand tu pars dans une agence immobilière, tu poses ton dossier et tu trouves beaucoup de gens qui ont visité et enfin choisir les gens qui ont le plus de salaire et toi, tu seras refusé. En 6 mois, le gardien aurait ainsi trompé une vingtaine de locataires et reçu plus de 100 000 €.
En juillet dernier, exaspérés, sans aucune perspective d'obtenir un bail, une dizaine de victimes portent plainte. Immédiatement, Moussa quitte la ville avec sa femme et ses 2 enfants, avant même que la police puisse l'interroger. Il est retourné au Sénégal. Il habitait ce logement de fonction au rez-de-chaussée de l'immeuble. Son appartement a depuis été placé sous scellé. Avant même les plaintes, les locataires légaux suspectaient depuis longtemps l'existence d'un trafic. Roger habite l'immeuble depuis 10 ans. Lui a un bail pour son appartement qu'il a obtenu normalement. Il estime pourtant avoir été floué depuis qu'il a reçu sa facture d'eau. Normalement, il paye chaque mois 171 € pour lui, sa femme et ses 6 enfants, une somme déjà énorme. Mais cette année, on lui réclame en plus 1 633 €. Pour Roger, c'est la faute aux occupants illégaux de l'immeuble. La consommation ici est collective. Après, on va faire au prorata de personnes qui habitent dans les appartements. Mais comme les squatteurs ne sont pas reconnus par l'office, mais qui payent? C'est les légaux, les gens qui sont là légalement. Donc vous auriez payé pour les autres? Exactement. Et ce n'est pas tout. Roger, comme tous les autres locataires, n'a pas non plus accès aux caves. Selon eux, Moussa sous-louait aussi le sous-sol. C'était le gardien qui avait les clés pour tous les locataires. Il ne nous les a jamais données. Pourquoi? C'est la grande question. Selon vous, il y a des gens qui vivaient dans ces caves? Maintenant, je pense que oui, il y a des gens qui vivaient dans les caves. Ou alors qui venaient que pour dormir. Soupçonné d'être un escroc, Moussa était-il aussi un marchand de sommeil? Ces caves, nous avons pu les visiter. Rien ne permet d'affirmer clairement que des gens ont vécu ici, mais on y trouve de nombreux matelas en bon état, des frigos et des canapés qui n'appartiennent pas aux locataires officiels. Les habitants veulent des explications et dès 2010, ils envoient des courriers à l'office HLM. Les caves et le local à vélo sont à la jouissance exclusive du gardien. Vous trouvez ça normal? Nous payons la taxe d'habitation sur ces caves. Je vais entamer une procédure judiciaire. Des courriers restés sans réponse, jusqu'à la plainte des locataires en juillet dernier pour escroquerie. Fin septembre, les locataires légaux sont conviés au siège de l'office HLM pour une explication. Les squatteurs se présentent eux aussi, mais sont priés de rester dehors. La réunion, c'est pour les gens qui ont un bail locatif avec l'office. Prenez pour un con quoi? Tout à l'heure, je suis assis ici, on est là comme des moutons, on nous dit attendez. Il n'y a pas d'attendez, madame, ça y est, c'est bon. Non, on ne se calme pas. On ne se calme pas. Là, c'est pas possible. Après 10 minutes de tractation, les illégaux finissent par sortir, comme Samira, vendeuse à la Défense, qui affirme avoir donné 3 500 € au gardien. On se retrouve dans une situation où personne nous parle, on nous néglige, on a l'impression qu'on n'est pas des humains, quoi. Pourtant, on ne fait rien de mal. On travaille comme tout le monde. Voilà. Maintenant, on sait qu'on a mis une certaine somme et qu'il ne fallait pas, mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. 2 heures plus tard, à la sortie de la réunion, c'est la déception aussi pour les locataires légaux. Voilà. Ils ont laissé faire. Que répond le PHLM? Apparemment, rien du tout. Rien de concret, rien qui aille dans le sens que nous puissions avoir un éclaircissement. Les locataires ne sont pas les seuls à s'être posé des questions. En 2012, un rapport confidentiel du ministère du Logement pointait déjà des dysfonctionnements rue de Normandie. Les données de décembre 2011 font état d'une vacance supérieure à 12 mois concernant 24 de ces logements. Les rapporteurs s'étonnaient déjà du nombre important de logements officiellement vides. L'office HLM refusera de s'expliquer devant notre caméra, se contentant de ce court communiqué. Depuis un certain temps, nous avions des soupçons d'escroquerie envers un de nos gardiens. De nombreux contrôles ont été diligentés par l'OPH, mais sans apporter de preuves flagrantes. Comment le gardien aurait-il pu mener un tel trafic? Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Mais nous avons retrouvé sa sœur. Selon elle, il est impossible qu'il ait agi seul. Désolé, on vous dérange. Vous êtes la sœur de Moussa? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Je ne sais pas, il a complicité avec qui, mais c'est ça qui se passe. Parce qu'une personne ne peut pas faire toutes les bêtises comme ça. On est des êtres humains. Une personne ne peut pas faire ça tout seul. Même s'il est plus malin que tout le monde, il ne peut pas le faire tout seul.
Mais il y a des gens derrière lui, mais les gens, il ne peuvent pas sortir. Lui aussi, il est bête, il ne peut pas sortir les gens. Elle a ramassé pour casser comme ça. Selon tous les locataires, Moussa Ndao se vantait d'avoir des complices haut placés. Il citait des noms. C'est aussi ce qu'ont raconté aux policiers tous ceux qui ont déposé plainte. Il m'a dit qu'il avait des connaissances à la mairie. Il m'a fait parler à un monsieur Paul. Monsieur Paul m'a alors dit qu'il parlerait de tout ça avec une certaine Françoise et un certain Jean-Luc, qui sont en charge de l'attribution des logements. Pour l'instant, aucun nom n'a été formellement identifié. Les locataires s'interrogent sur une éventuelle proximité entre le concierge et le député maire UMP de Courbevoie, également vice-président de l'office HLM. On les voit ensemble sur une série de photos. Moussa Ndao a participé à sa campagne pour les dernières élections en collant des affiches et en distribuant des tracts. Vivement mis en cause par les locataires, le maire a accepté de s'expliquer. C'est un gardien que j'ai rencontré et qui m'a dit « j'aimerais bien vous aider dans la campagne ». Jusqu'à là, vous savez, il y a tellement de monde qui viennent pour vous aider dans la campagne. Moussa simplement était là, à côté de moi, comme d'autres étaient là, si vous voulez. Simplement, je ne savais pas que Moussa avait eu cette, disons, facilité de tromper son monde. Et ça, je l'ai découvert après. Toujours pareil, vous savez, vous découvrez toujours après. Sinon, vous l'aurez pas pris, je ne l'aurais pas pris. Alors, qui sont ces monsieur Paul et madame Françoise qui sont cités dans les plaintes? Ben voilà, l'enquête va définir qui ils sont. Et je souhaite vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout, pour qu'on sache exactement ce qu'il en est. Toujours au Sénégal, auprès de sa famille, le gardien refuse de s'exprimer. Il n'est pas mis en examen, mais il a tout de même pris un avocat pour répondre aux accusations. Pour maître Yassine Bouzrou, Moussa Ndao n'a rien à voir avec ce trafic. Il serait un bouc émissaire. Mon client indique ne jamais avoir reçu d'enveloppe de billets en échange d'appartements. Moi, je ne connais pas la vérité dans toute cette affaire. Il y a peut-être des malversations, je ne le sais pas. Simplement, je trouve un petit peu étonnant d'accuser mon client, qui était un simple gardien, d'un trafic de HLM. Ce n'est pas parce que des gens se plaignent qu'ils disent la vérité. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Courbevoie. Rue de Normandie, les occupants illégaux, eux, attendent maintenant leur expulsion. Fin septembre, les policiers sont venus les avertir. Comme tous les autres squatteurs, Aboubakri a reçu leur visite. Il lui reste le temps de la trêve hivernale, jusqu'au 1er mars, pour quitter son F2 et trouver un nouvel appartement, légalement cette fois-ci.